pas très importante. Bon. Ok. D'où vient l'idée en fait d'exposer la richesse, malheureusement c'est une richesse un peu triste par rapport à l'Expo, et montrer un peu ce qui se passe aux Comores, en particulier à Mayotte. Je pense qu'il n'y a pas à chercher beaucoup. J'ai été invité à venir jouer à Paris, un dernier spectacle qui porte sur les victimes du visa Balladur. Et j'avais la possibilité dans le lieu qui va accueillir le spectacle d'utiliser leur galerie, donc faire accueillir des œuvres ou des textes d'auteurs et d'artistes comoriens. Donc j'ai proposé à quelques amis de faire une proposition spécialement pour cette occasion-là, qui nous permet d'accompagner le spectacle, mais c'est pas seulement dans l'idée d'accompagner, puisque au fond le spectacle peut-être se suffit à lui-même, en tout cas c'est pour des spectateurs, des amateurs de théâtre, mais c'était une occasion très rare, parce qu'on n'en a pas beaucoup, de faire entendre différentes voix, que ce ne soit pas seulement moi qui parle dans le cadre de mon spectacle de ces victimes du visa Balladur, mais rappeler qu'il y a aussi d'autres auteurs, d'autres artistes comoriens qui ont réfléchi sur la question. Et voilà, j'ai posé la question à quelques amis. Il y a Saïd Ben Ali qui a été le premier d'ailleurs à écrire un texte en 95, avant qu'on ait commencé à compter les morts, avant qu'il y ait le visa Balladur, à parler des futurs déportés et de ceux qui allaient mourir sur les barques que les pêcheurs disent reconnaître par leur allure de tempête, c'est-à-dire les Kwassa. Il en a parlé avant que ça puisse exister, en tout cas cette situation-là. Donc c'était une occasion de re-raconter cette histoire-là différemment, par plusieurs voix, il n'y a pas que moi. C'est une démarche personnelle, politique, ou c'était quelque part de montrer le peuple français ou mondial en fait, que comme quoi il y a un gros problème qui existe en fait chez nous. Je ne sais pas comment je peux définir mon positionnement sur ces questions-là. Disons qu'en fait, il y a des gens qui font de l'engagement politique. Moi, je ne crois pas être concerné par ça. Okay. Je pense qu'il y a des gens qui s'intéressent à ces questions-là parce que peut-être que ça leur permet d'avoir du contenu. Moi, je me considère plutôt comme un artiste impliqué dans ma réalité. Je suis comorien, je n'ai que ce pays et pas un autre pays. Et je pense que si je le fais aujourd'hui, c'est parce que personne n'ira le faire à ma place et c'est par nécessité. Alors je ne sais pas si on peut appeler ça de l'engagement, je ne crois pas que ce soit le bon terme. On n'est pas engagé quand on travaille pour avoir à manger, pour avoir un toit. Et je crois qu'aujourd'hui, je ne peux pas m'imaginer en engagé politique dans ce travail qui consiste à parler de ma douleur, de ma souffrance de comorien, de ma réalité qui est aujourd'hui déconstruite. Je crois que si je ne le fais pas, je cesse d'exister. En fait, par exemple, le spectacle que j'ai monté, il dit quoi? Il ne dit pas qu'il faut combattre contre cette situation. Il dit simplement, ok, nous mourrons, mais au moins que les gens le sachent. Okay. C'est important. Très important. En tant qu'artiste et citoyen, et surtout une personnalité de première page des Comores, que pouvez-vous lancer comme message à nos dirigeants, surtout politiciens, parce que c'est eux qui nous défendent quelque part, universellement, à l'ONU ou concernant ce genre de problèmes? Moi, je n'ai pas de conseil à donner à personne. Chacun a sa part de peine et chacun a sa contribution, si vous voulez, hein. Chacun a sa pierre à l'édifice. Je n'ai pas de leçon à donner. Simplement, j'insiste sur ce fait qu'on ne fait pas les choses pas parce qu'on est engagé politiquement, pas parce qu'on le fait parce qu'on n'a pas, on est acculé au mur, on n'a pas le choix. C'est-à-dire que tous les gens qui sont autour de moi, qui donnent l'impression de ne pas s'intéresser à ces questions-là et qui sont comoriens, me donnent l'impression parfois d'avoir un problème de schizophrénie. Hein, mais bon, je ne cherche pas du tout à jeter la pierre, parce que c'est ce qu'on fait de mieux aux Comores, c'est se jeter la pierre régulièrement, les uns contre les autres. Je dis simplement que chacun doit faire ce qu'il a à faire et que nos consciences puissent
se tenir debout autrement que dans la situation dans laquelle on est aujourd'hui, c'est-à-dire une situation qui est complètement effacée du monde, parce qu'on ne sait pas ce qui se passe au Comores. Donc, est-ce que je le fais pour que en France on le sache, mais même au Comores je le fais. Vous avez vu dans l'exposition, il y a des affiches que je colle à Moroni, qui sont arrachées par des Comoriens et qui parlent de cette situation-là. Je veux dire, nous-mêmes au Comores, parfois on n'est pas au courant de ce qui se passe. Et c'est important qu'aujourd'hui tout le monde le sache. Après, chacun fait ce qu'il a à faire. Moi, je refuse de donner des leçons. Il y a quelques années, j'aurais eu envie de dire oui, le président devrait... Non, je crois que si chaque matin j'arrive à tenir debout en disant non à cette histoire, en tout cas subie, non à ce visa, ça me suffit amplement. J'ai pas besoin de donner des leçons, ni de demander quoi que ce soit. Je suis pas victime. Je suis dans un... Enfin, je suis victime d'un rapport de force entre un État et un autre, mais je n'aime pas jouer à la victime. Je me bats avec les moyens qui sont les miens, je suis un artiste, et puis voilà quoi. Ok, une toute dernière question en fait. Tout le monde sait que le Comore a une tradition. En fin de compte, on est basé à notre tradition. Et le Comore aussi, c'est un pays musulman. Mais malheureusement, la tradition passe avant la religion. Vous voyez un petit peu qu'il y a un déséquilibre quelque part. Je pense que c'est plus compliqué que ça. Ceci dit, je peux parler comme mon personnage dans le spectacle que je présente cette semaine à Paris, Un Vicre pour nos morts. Le personnage, à un moment donné, il dit qu'il a l'impression que Dieu nous a oubliés. Donc, à un moment donné, il dit, comme c'est lui qui sait tout et qui est au-dessus de tout, qu'il nous dise, est-ce que son silence sur les morts, en quoi ça, est un bien ou un mal? La suite, il faut poser cette question-là aux religieux, en tout cas ceux qui prétendent parler au nom de Dieu. Parce que peut-être ils ont une réponse. Moi, je ne suis pas un religieux. Je suis certainement parmi ceux qui se considèrent comme étant un musulman. Il n'y a que Dieu qui sait, hein, qui sont des siens. Mais je pense que la question que vous posez est plus complexe, touche à la religion, touche en tout cas à un certain discours religieux qui n'est pas le mien. Je pense qu'à un moment donné, je crois en Dieu. Par contre, aujourd'hui, je me pose des questions sur ce qui se passe aux Comores. S'il y a un Dieu, il est temps qu'il nous réponde sur ce qu'on nous fait subir d'une certaine manière. Une toute dernière question. En tant qu'artiste, citoyen du monde et représentant de la diaspora comorienne, quel message pour vous lancer pour le changement de chez nous, que les gens au moins aient une vision réelle de la réalité ou le développement de notre pays, que les gens puissent s'intéresser Artiste, j'en suis sûr. Citoyen du monde, je ne sais pas si c'est un statut. En tout cas, moi je suis citoyen d'un archipel et ça j'en suis un peu plus sûr parce que j'ai le passeport qui va avec et je suis né là-bas. Quel message? Un message. Je n'ai pas donné de message. De la diaspora. Et puis représentant de la diaspora, ouais, oui, c'est ce que je voulais dire. Représentant de la diaspora, moi je ne représente que moi, que ma personne. Après, il se trouve que quand je parle de moi, je parle de beaucoup d'autres gens parce que ma réalité ressemble à celle de beaucoup d'autres Comoriens. Mais je ne représente personne à part moi-même. Et du coup, quel message? Je trouve ça prétentieux de vouloir donner des leçons et de vouloir transmettre des messages. Moi, je ne transmets pas de messages. Je voudrais vivre dans un monde où je respire tranquillement et librement. Et pour l'instant, en tant que Comorien, dans la position où je suis en tant que Comorien, je ne respire pas librement dans ce monde. C'est-à-dire, je n'ai pas les droits auxquels je prétends en tant que citoyen de ce monde. Voilà. Donc, je me bats pour ne pas cesser d'exister sans qu'on sache qu'il y a quelqu'un qui n'est pas à l'endroit où il devrait être parce que simplement il y a des forces, je ne dirais pas occultes, mais qui arrivent à faire en sorte qu'il regrette d'être dans ce monde. Parce qu'être comorien aujourd'hui, je ne jouerai pas sur le mot comme un rien, c'est vraiment se retrouver dans une situation où on se demande ce qu'on fout là. Parce que c'est impossible que Dieu ait pensé à nous créer, à nous inventer, juste pour qu'on subisse ce que l'on subit aujourd'hui.
c'est une question qui me dépasse et à laquelle j'essaie de trouver une réponse. Après, donner des leçons, transmettre des messages, je trouve que c'est trop prétentieux. Merci, D'une certaine manière, vous n'êtes pas politicien, mais pourquoi vos pièces se basent surtout sur la politique? Et pourquoi encore vous avez choisi ce période présidentielle d'exposer à Paris? Mais Deux questions que... deux questions. Oui. Alors, d'abord, la politique, si je voulais répondre à votre question de la manière dont vous l'avez posée, dans politique, il y a police, la cité. Donc, on parlait de citoyens. Je pense que tout est politique et je ne vais pas faire une leçon de philosophie politique là, devant votre caméra. Je crois que je pose des questions là où j'ai mal. Si ces questions-là vous paraissent politiques, tant mieux. Il y a des gens qui viennent regarder mes spectacles et qui ont l'impression que je danse. Pour eux, ce sont des spectacles de danse. Alors, chacun trouve ce qu'il recherche, j'espère, dans ce que je propose. Maintenant, moi, ça me permet de me soigner. Je considère que mes spectacles, c'est une manière pour moi d'économiser une séance chez le psy. Ça me permet de me soigner intellectuellement et de faire en sorte que je devienne ce que tous les Comoriens rêvent, Moudzima, devenir un homme. Voilà, ça c'est mon rêve. Après, est-ce que j'ai choisi de venir ici pendant la campagne électorale parce que effectivement je suis programmé dans un lieu qui fait une campagne d'artistes sans Nicolas, sans Marine, c'est-à-dire ça touche aux élections françaises. Je ne suis pas français. Simplement, la question qui est posée dans ce lieu où je suis accueilli, c'est qu'aujourd'hui en France, on fait croire que tous les problèmes qu'ont les Français viennent des immigrés. Je suis un immigré en France, j'y ai vécu pendant pratiquement 20 ans. Viennent des musulmans, je suis musulman. Viennent des Roms, je ne suis pas Rome, mais j'aurais pu l'être. Donc c'est un peu normal que je me retrouve dans ce cadre-là à exprimer ce que je ressens. Et aujourd'hui, je rappelle juste une chose, la France étatique, ce n'est pas seulement moi en tant qu'immigré en France qui vais rencontrer des problèmes avec cette France-là, mais c'est aussi un État qui se déplace, qui fait 10 000 km pour venir imposer sa loi dans mon archipel d'existence, dans mon propre pays. Donc c'est très complexe comme situation. Et ça, on ne va pas le dire en 3 minutes au micro, c'est pas possible. Ça demande des jours et des jours de discussion, de conversation. Merci l'artiste, et puis bon courage pour la suite et merci pour l'exposition. Merci. Bonjour, comment allez-vous? Vous pouvez vous présenter s'il vous plaît? Moustapha Abdourakouf. Nous sommes venus ce soir au théâtre Confluence dans le 20e arrondissement pour le vernissage d'une performance de 12 jours de pièces théâtrales, deux organisées par Seif El Badawi. Après une tournée dans l'océan Indien, il a été invité ici à Paris pour venir donc vous présenter cette pièce de théâtre intitulée Un véhicule pour nos morts. Cette pièce parle uniquement comme il y a des photos qui en parlent mieux que moi. Ça concerne donc les Comoriens victimes du visa Pasqua Balladur instauré aux Comores depuis 1975, qui a fait plus de 10 000 victimes jusqu'alors. Donc cette pièce, c'est un cri d'alarme. Il n'y a pas très longtemps, le Parlement français a voté une loi mémorielle condamnant le génocide des Turcs contre les Arméniens. Et nous, Comoriens, on peut se demander est-ce que nos plus de 10 000 morts vont mourir et rester dans l'oubli. Donc c'est aussi le rôle de cette pièce, de venir se faire voir à Paris pour justement lancer le débat qu'une vie est une vie, qu'elle soit française, turque, arménienne ou américaine, une vie est une vie, et que nos morts aussi, ils ont le droit à la vérité, tout comme la population comorienne a le droit d'être défendue par ses autorités. Ok, mais vous personnellement, vous pensez que c'est en créant une pièce de théâtre ou en exposant des photos comme ça que le message peut passer? Tous les moyens sont bons pour créer
crier pour dénoncer une injustice et pour crier sur une douleur. Les gens, ce sont les gens qui vont venir voir la pièce, vont déjà se demander en voyant ces affiches, vont se demander qu'est-ce que c'est et pourquoi c'est mort. Et là, on va rentrer dans l'histoire coloniale, et néocoloniale de la France sur les Comores depuis plus de 135 ans de colonialisme et 36 ans d'occupation illégale d'une partie du territoire des Comores et plus à rajouter les 10 000 morts victimes du visa Pasqua-Baladur. Ok, on sait qu'en fin de compte, ce visa est venu depuis, en fait, ça a été voté depuis 1995, si ma mémoire est bonne en fait. Mais maintenant, si l'histoire de Comores et Mayotte, c'est une histoire de longue date en fait. Mais vous pensez que nos politiques, est-ce qu'ils font bien leur travail ou c'est les citoyens qui devraient prendre les choses en main? Les politiciens comoriens n'ont jamais fait leur travail sur cette question. C'est une question de droit. Uniquement une question de droit. Avant d'être une question politique, c'est une question de droit. Et ce droit, c'est le droit international. À chaque gouvernement, aucun gouvernement, à part le gouvernement d'Ali Soali, n'a jamais porté plainte auprès du Conseil de sécurité des Nations Unies sur l'occupation de l'île comorienne de Mayotte. En 2009, l'Union africaine dans son intégralité a condamné la départementalisation ou l'occupation officielle de l'île comorienne de Mayotte. Il y a la Ligue arabe, la conférence islamique et les 184 pays non alignés. Ils ont tous condamné la présence française dans l'île comorienne de Mayotte. Et nos autorités, ils brillent par leur silence, assourdissant, mais aussi par leur absence. Aller dans la tribune des Nations Unies dire que Mayotte est comorien, tout le monde le sait. Mais alors, c'est pas dans la plénière que ça se passe. C'est pas dans la plénière que ça se discute. C'est dans le Conseil, porte plainte au sein du Conseil de sécurité des Nations Unies. Ensuite, lancer la commission ad hoc sur l'indépendance des Comores. Cette commission, elle n'a pas été dissoute jusqu'alors. Ce sont des pays africains qui sont là, mais personne ne le fera à notre place. Il faut que ce soit des Comoriens qui réclament et qui passent devant et les autres vont les suivre. C'est une question uniquement de droit. Ok, mais en saute sur l'occasion, en fait, vous m'avez parlé de l'ONU, en fait, on sait que pour les Comores, au niveau de l'ONU, Mayotte est toujours comorien. Et ça, c'est au niveau de l'ONU, ça, c'est la communauté internationale. Mais Mayotte est français, un département français depuis 2010, fin 2010 en fait. Mais vous ne voyez pas qu'il y a un déséquilibre quelque part entre la réclamation des Mayotte, un département français, que mondialement, le Mayotte est comorien. Vous ne voyez pas qu'il y a un déséquilibre? Ce n'est pas un déséquilibre, c'est une injustice. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que le droit international est supérieur au droit national. Okay. Je m'avais expliqué sur le cas français. La France a été occupée plusieurs fois par un pays plus fort qu'elle, qui est l'Allemagne, jusqu'à la fin de la Deuxième Guerre mondiale. D'accord? Ensuite, on a créé les Nations Unies pour protéger les petits pays contre les grands. La France, qui était un petit pays occupé, écrasé hier, est devenue une puissance qui occupe et qui écrase aujourd'hui. Donc le droit international est supérieur au droit national. C'est ce qui est arrivé quand la Géorgie, qui a perdu 2 régions, qui voulait rejoindre l'URSS, c'est qui était le porte-drapeau pour défendre la Géorgie? C'était Sarkozy. Mais le même Sarkozy, il annexe officiellement un territoire d'un pays indépendant. Pourquoi il le fait? Tout simplement parce que nos autorités ne disent rien. On leur dit coucher, ils couchent. Tout simplement. Mais s'ils faisaient comme les autres pays, comme le Rwanda, qui a fait un bras de fer contre la France, le Rwanda a gagné. Et en février 2009, on a été mené ce même débat à l'Élysée. Et les gens de l'Élysée nous ont dit que la France ne respecte que les gens qui savent leur dire merde. Il n'y a aucun responsable comorien n'a osé dire merde à la France, sauf Ali Soali, qui a rompu les relations diplomatiques. C'est une façon de dire merde à la France qui occupe une partie de notre territoire. C'est aberrant ce que vous venez de dire en fait. Ça veut dire que quelque part, nos dirigeants, depuis des siècles, nous ont raconté des histoires depuis l'indépendance, 75. Pour moi, c'est des siècles, des siècles. Depuis 1975, en fait, nos dirigeants, nos politiques nous ont trop raconté d'histoires en fait. Ça veut dire qu'au jour d'aujourd'hui, il ne faut pas que la population fasse
confiance à la politique ou aux dirigeants comoriens? Qui va nous défendre alors? Alors, en aucun cas, ils n'ont jamais, les autorités comoriennes en général, je ne vais pas dire totalement, ils n'ont jamais milité sincèrement pour défendre l'intégrité territoriale des Comores. Les résolutions des Nations Unies sont là. Ce n'est pas nous qui avons inventé ça. C'est l'Assemblée des Nations Unies sont là pour défendre les plus petits. Okay? Et il n'y a pas très loin, la France a fabriqué des résolutions pour aller tuer Kadhafi. Okay? La France a fabriqué des résolutions pour aller déchoir Gbagbo. Ce sont des intérêts purement financiers, parce que Kadhafi était le seul dirigeant africain qui menaçait les intérêts français, en créant les États-Unis d'Afrique, en voulant créer une monnaie unique pour l'Afrique. Ça veut dire que les 17 pays qui dépendent du franc CFA, ils allaient partir. Et c'est la France se serait appauvrie avec ça. Il ne faut pas croire, on travaille pour ces 17 pays travaillent pour la France, pour enrichir la France. Oui. Allez-y. La même garantie que ces 17 pays ont déposé auprès de la Banque de France, ce serait la même garantie qu'ils auraient déposé au FMI pour avoir leur propre monnaie. L'île Maurice, elle a sa propre monnaie. Elle n'est pas plus riche que la Côte d'Ivoire, que le Gabon. Ça veut dire quelque part il y a une hypocrisie entre la communauté internationale et la France, par exemple? Il y a une hypocrisie. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand on parle de la communauté internationale, il faut entendre par là les États-Unis et la France. Ces deux pays incarnent la communauté internationale. Ce qu'ils disent, ils arrivent à entraîner les autres, parce que ce sont les deux nations guerrières qui restent maintenant. C'est les États-Unis et la France qui attaquent d'autres pays à tort ou à raison, tout simplement. On voit ce qui se passe en Afrique. L'Afrique, c'est la France, et le reste, le Moyen-Orient, c'est les États-Unis, tout simplement. Ok, maintenant, on sait que le Comore, c'est un pays francophone. Et le Comore fait partie du pays de la Ligue arabe, fait partie de la Ligue arabe. Et de la conférence islamique, en fait. Mais si depuis des années, depuis 1975, on a pris notre indépendance, on n'arrive pas à résoudre le problème des Mayotte, pourquoi ne pas se diriger vers les Arabes, tout simplement? Alors, là c'est un point très important. Parce que nos compatriotes qui sont au Comores pensent que les Comoriens ou les Comores ne peuvent pas vivre sans la France. Regardez autour de vous. Trouvez-moi quelque chose que la France a fait aux Comores. Tout simplement, depuis l'indépendance, trouvez quelque chose que la France a fait aux Comores. À part organiser des coups d'État, faire assassiner nos présidents. Aucun investissement visible jusqu'alors. Regardez ce que nous apportent les pays arabes. Tout simplement, notre avenir, à nous les Comores, c'est vers les pays arabes. C'est vrai, on dépend en partie culturellement de la France, puisque nos bacs sont faits en français, parce qu'il y a une forte communauté comorienne en France, mais ça c'est le miroir du colonialisme. Hier ils étaient chez nous, aujourd'hui on est chez eux. Il n'y a pas de miracle à ça. Tout partout, pourquoi on n'est pas à Londres, mais on est à Paris? C'est parce que c'est la France qui était chez nous, aujourd'hui on est là, on est le miroir, on est en train de chercher ce morceau, cette partie d'âme qu'ils nous ont arraché pour le ramener chez nous demain. Voilà. Ok, justement maintenant, vu que ça fait des siècles que ça dure en fait, mais on a du mal, nous les Comoriens qui sont ici en France, au niveau de la diaspora, et les Comoriens qui sont au Comores en fait, pourquoi ne pas se diriger vers la Chine? Parce qu'on sait que la Chine est maintenant installée une bonne fois pour toutes aux Comores. Et puis il y a aussi des Arabes qui investissent aux Comores aussi. Et puis, pourquoi ne pas réellement créer une politique nationale, voire même internationale, aux dépens de la Chine et des Arabes, tout simplement? Nous, les citoyens, ce serait notre souhait. La Chine, c'est le deuxième partenaire des Comores, après la diaspora. Regardez ce qu'a fait la Chine depuis l'indépendance. Le palais du peuple, c'est-à-dire l'Assemblée nationale, a été fait par la Chine. La télévision des Comores, c'est la Chine. L'aéroport, le nouveau aéroport de Haraya, c'est la Chine.
Ils sont en train de finir la construction de l'office de tourisme des Comores. C'est la Chine. Trouvez-moi quelque chose que la France a fait dans notre pays, tout simplement. Ça c'est un message que les Comoriens qui soient ici là-bas doivent comprendre. Que la France, qu'est-ce qu'elle fait quand elle aide les Comores? Elle donne quelques millions pour payer les salaires. Les salaires, c'est une consommation. C'est comme quand vous payez un loyer. C'est un fonds perdu. Okay? Mais le vrai partenariat, les vraies aides, c'est ce qui reste, qui perdure, comme l'Assemblée nationale. Elle est là, cet immeuble va nous survivre. Et ça, c'est le travail de la Chine. Ça, c'est économiquement, on est gagnant à collaborer avec la Chine qu'avec d'autres pays. Parce que quand la France donne 1000 euros, il y a toujours des rétorsions politiques pour se la fermer, pour avoir ces 1000 euros. La Chine ne s'est jamais intéressée à la politique interne des Comores. Ça, c'est le côté chinois. Maintenant, côté arabe, regardez ce qui arrive depuis quelques années. Regardez les investissements promis. Regardez les investissements qui viennent des pays arabes. Ils étaient là avant, quand il y a eu le 11 septembre 2001, on les a chassés, mais ils sont revenus parce qu'on a les Arabes qui nous aident, c'est par le cœur, c'est pas pour avoir de l'intérêt. Qu'est-ce qu'on a à leur donner en contrepartie? Rien. Ils nous aident parce qu'ils sentent que ce sont des musulmans, c'est un pays, c'est un peuple qui souffre par la pauvreté, mais aussi et surtout qui souffre par le colonialisme français dans notre pays. La question du franc CFA, c'est l'arnaque du siècle, c'est l'arnaque du siècle. Parce qu'à chaque fois que les autorités comoriennes veulent prétendre réclamer leur droit à l'intégrité totale par le retour de l'île comorienne de Mayotte, ce sont des rétorsions sur le franc comorien. On dit si vous ne la fermez pas, on va fermer les vannes. Donc la solution, c'est qu'un jour qu'il y ait une monnaie commune en Afrique et qu'on sort de ce piège à con, hein, comme les autres pays qui ne sont pas dans le franc CFA et qui s'en portent à merveille. Ok, je crois qu'on a compris le message. En fait, une toute dernière question. En tant que citoyen comorien, en tant que membre de la diaspora comorienne ici en France ou ailleurs, quel message pouvez-vous lancer personnellement dans le côté sagesse? Quel message pouvez-vous lancer aussi en tant que révolutionnaire? Parce qu'on sent que dans votre discours, il y a quand même de peps. Voilà. Et quel message il faut qu'ils manifestent, qu'ils aillent voir le gouvernement, demander leur avenir, c'est quoi? Qu'est-ce que le pouvoir leur prépare? Qu'est-ce qu'il leur réserve? L'université des Comores est devenue une machine à fabriquer des chômeurs. Mais jusqu'à quand? Il n'y a pas d'avenir. Et pourtant, notre pays, si petit, si pauvre, a cette richesse-là qui est sa jeunesse. Mais il n'y a pas d'espoir, il n'y a pas d'avenir pour cette jeunesse, je pense que c'est qu'elle fait, et qu'elle a s'adresser au gouvernement. Voilà, on a payé des études depuis le primaire jusqu'alors, privé jusqu'alors. On est diplômé, qu'est-ce que vous nous proposez? Question d'actualité. Nous sommes en période d'élection présidentielle en France. Quel message donnez-vous aux politiques français pour la question de Mayotte? Ben écoutez, on a fait un dossier. On a commencé à approcher les états-majors des candidats pour que cette question-là, justement, si cette question ne peut pas se régler par la politique, il faut que ça soit réglé par le CPI. Parce que pour moi, ce sont des martyrs. Parce que ces gens-là, ils ont refusé la frontière illégale, invisible, instaurée par le colonialisme français dans notre Rwanda, par exemple. Ça, c'est du génocide. Génocide, mais c'est presque les mêmes circonstances, malheureusement. C'est la même punition. En fait, il faut lire les statuts de Rome et la police coloniale à Mayotte. Qu'est-ce qu'elle fait? À 3h du matin, elle fait des rafles, comme on en a fait comme on a fait des rafles des Juifs en France ou en Europe en général pendant la période nazie. C'est des livres pour ouvrir la voie sur la question de l'île comorienne. Ok, mais vous croyez réellement que ce qui s'est passé en octobre
J'ai m'intéressé, c'est déjà un petit peu pareil que ce soit je me suis dit que j'allais venir voir de quoi il retourner et je suis pas du tout déçue. Hein. Je trouve que c'est des très belles photos, des très beaux textes et c'est bien de faire connaître un peu ce qui se passe entre les Comores et Mayotte, quoi, les traversées des Poissas, les gens qui meurent dans la mer, les interpellations, ils en parlent pas beaucoup ici, mais les centres de rétention à Mayotte aussi c'est assez chaud quoi. Et en France les gens savent pas trop ce qui se passe là-bas, même si on fait beaucoup de battage sur ça par rapport à d'autres pays, les Comores on n'en parle pas, donc c'est bien que ça se fasse connaître un petit peu. Et puis qu'en même temps les artistes comoriens s'exposent un peu hors des Comores aussi. Et pourquoi vous avez choisi de défendre l'histoire des Comores dans votre thèse Défendre l'histoire des Comores, je dirais pas ça, parce que déjà c'est de la Vous avez choisi le sujet des Comores en fait. Et, un petit peu par hasard au départ, et puis il s'est trouvé que après mon premier voyage aux Comores, j'ai été vraiment touchée par ce que j'ai vu là-bas, les gens que j'ai rencontrés, le mode de vie, et puis voilà quoi. Je trouve que quand on parle des Comores, on parle tout le temps de la pauvreté, mais moi je trouve que les gens ils ont vraiment une richesse du cœur et c'est ça qui importe, c'est ça qui m'a touchée et c'est là que ça vient mon intérêt. Quel souvenir gardez-vous de votre séjour aux Comores? Que des bons souvenirs. Hein. En particulier? Les rencontres, hein. J'ai rencontré tous les jours, je rencontrais des gens différents, tous avaient envie de découvrir qui j'étais, d'où je venais, comment ça se passait ailleurs. Et puis comme j'étais allée un peu dans le cadre aussi plus ou moins d'un échange culturel, j'étais avec une amie qui faisait du slam et on faisait des ateliers de slam dans différents villages. Donc du coup ça me permettait moi aussi de découvrir ce que les gens avaient à dire. Et qu'est-ce que vous avez remarqué par rapport à votre séjour en fait? Quel souvenir gardez-vous ce que vous avez réellement marqué? Je sais pas, c'est ce que je viens de dire. Et qu'est-ce que vous avez ressenti pendant votre séjour aux Comores? C'est quoi la différence entre les Comores et le reste des îles, en particulier la Réunion? Le mode de vie par exemple. Je dirais que les Comores, dont les 3 îles indépendantes, il y a des mauvais côtés, c'est-à-dire que au niveau du confort de la vie des gens, c'est pas facile tous les jours, ça c'est sûr, mais en même temps, il n'y a pas que des mauvais côtés parce que ça permet de conserver un certain style de vie traditionnel. Par exemple, pour être allé aussi à Mayotte, je trouve que Mayotte est en train de devenir comme la Réunion, dans le sens où petit à petit les gens oublient qu'est-ce que c'était leur style de vie traditionnel, comment vivaient leurs grands-parents, et ça je trouve que c'est dommage, même si c'est inévitable dans le monde dans lequel on vit, que les gens évoluent vers plus de confort, de sécurité matérielle. C'est quand même, d'un point de vue culturel, c'est triste que tout ça se perde. Est-ce que vous avez déjà entendu parler des Comores avant votre déplacement là-bas? Ou vous connaissez déjà les Comores? Je connaissais des Comoriens parce que j'ai vécu à La Réunion un petit moment. J'en ai rencontré aussi quand je suis venue à Paris. Et culturellement, parce que vous êtes parti dans le domaine culturel et tout ça, qu'est-ce qui fait la différence entre la culture européenne et la culture comorienne? Et puis on voudrait faire une projection a priori. Si jamais ça vous intéresse, c'est un film de Moma Idriss qui était prévu en projection, mais je ne sais pas si je ne veux pas déranger votre
Comme ça, si tu veux l'utiliser, tu vas lui payer de l'argent. Oui, enfin, il y a eu après avec ce chemin-là, voilà, exactement. Moi, je fais ça à la place, je fais à du matin, voilà.
c'est ça.